Hello, hello, bonjour à tous. Donc, on va parler journée de la ménopause aujourd'hui. Donc, j'attends que tout le monde nous rejoigne, y compris donc Céline. Salut Céline, je vois que tu es déjà là. Donc, on est absolument ravis d'aborder un thème qui nous est très cher, comme vous le savez, qu'on aborde depuis les débuts, donc la ménopause, avec donc Céline, une des membres de notre comité scientifique depuis les tout débuts. Oula, pardon, je crois que je me suis trompée. Céline, est-ce que c'est bon pour toi pour rejoindre la vidéo? Voilà, en espérant que ça fonctionne bien niveau connexion. Donc voilà, la ménopause, un thème qui nous est très cher et qu'on aborde depuis les tout débuts. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur le front de la ménopause. Donc on est ravis d'en parler aujourd'hui avec Céline, que j'invite à nous rejoindre. N'hésitez pas à dire d'ici là s'il y a un petit problème de son ou de quoi que ce soit. Parce que parfois ça arrive niveau connexion. Et on va aborder donc toutes les dernières avancées pour la ménopause. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur ce terrain-là. J'ai vu récemment qu'il y allait avoir des tests de ménopause, un peu à la manière des tests de grossesse. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce terrain. On va aborder ça avec Céline, dès que tout fonctionne bien. Attendez, hop. Donc l'idée, c'est de poser vraiment toutes vos questions. On va aborder plusieurs sujets. Donc évidemment, comment traverser. Hello Céline. Coucou Caroline. Tu m'entends bien? Désolée, il y a un petit souci au départ de connexion, je ne sais pas pourquoi. Non mais c'est pas grave, y a pas de souci. Bon, je suis ravie de te retrouver pour un de nos thèmes de prédilection. Donc je vais vous représenter rapidement. Donc je suis la cofondatrice de Millet, donc une marque dédiée à l'équilibre hormonal féminin, donc de la puberté à la périménopause. Et Céline travaille avec nous depuis les débuts. C'était une très belle rencontre lors d'un live, justement. Et je vais te laisser te présenter et on va aborder toutes les nouveautés qu'on voit sur le front de la ménopause et les petits conseils pour aborder sereinement cette période de vie qui est hyper importante. Donc, je te laisse te présenter. Alors bonjour à toutes, moi je m'appelle Céline Ovette, donc je suis praticienne naturopathe spécialisée dans la prise en charge naturelle des troubles féminins et donc j'accompagne comme Millet les femmes de la puberté à la ménopause, particulièrement celles qui ont des troubles du cycle, de l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques et celles qui vivent parfois une période de préménopause et ménopause un peu compliquée. Donc j'accompagne les femmes en consultation individuelle, mais aussi à travers tout ce que je peux proposer sur mon compte Instagram. J'ai également écrit un premier livre sur le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Et tu as écrit pas mal sur la ménopause aussi. Tu as d'ailleurs un programme dédié à la ménopause que je conseille à toutes, qui est vraiment hyper intéressant parce que tu prends en compte tout l'aspect nutrition, euh, gestion du stress. Enfin, tu vas vraiment très loin dans cette approche parce qu'elle est vraiment, enfin, c'est un moment de changement d'état naturel dans lequel il faut prendre en compte tout son environnement. Donc, on laissera nous en parler. Je ne sais pas si tu as vu, on peut peut-être aborder des petites anecdotes au départ. J'ai vu pas mal de choses changer là récemment sur le front de la ménopause. Il y avait même le Monde qui s'emparait du sujet. C'est quand même nouveau parce qu'on voit de plus en plus les médias s'emparer du sujet. Il va y avoir un très beau L hors série ménopause. Le Monde a abordé le sujet en révélant aussi que, tu vois, Clearblue, qui est le gros leader des tests de grossesse, allait faire des tests de ménopause. Donc, c'est assez, c'est vraiment un changement de paradigme. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, sur le front, justement, entre ces 3 dernières années, quand on se parlait il y a 3 ans et aujourd'hui, qui aurait changé sur le front de la ménopause? Est-ce que les femmes osent plus en parler, t'en Ah parler? déjà oui, je pense que là le sujet de la ménopause il est un peu sur toutes les lèvres sans Mm. vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a encore 3 4 ans, en 2019-2020, quand on commençait à en parler, on nous regardait un petit peu de manière suspicieuse, tiens mais de quoi on parle, qu'est-ce que ça Ah, vient faire dans le débat public? d'accord. Moi-même, les journalistes, monsieur, me disaient, des super journalistes, en disant, mais on ne pourra jamais en parler dans notre magazine féminin. Je veux dire, c'est beaucoup trop tabou. On essayait il y a 3 ans. Et aujourd'hui, elles viennent nous chercher pour des articles ménopause. Donc, je trouve ça absolument génial qu'il y ait Ouais. cette évolution. Ça Non, non, commence à ça a sortir. énormément Mm. changé en 3 ans. On a l'impression que, enfin, 3 ans, c'est vrai qu'après, à l'échelle des médias et d'Instagram, ça paraît être la préhistoire. Mais je pense que c'est vraiment ça. Alors,
il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a le poids des chiffres aussi. Quand on regarde ben, voilà, le nombre de femmes ménopausées en France, on sera plus d'1 milliard en 2025 et j'en ferai partie aussi. Donc effectivement, c'est un vrai sujet parce qu'on se rend compte que malgré ces chiffres qui pèsent lourd, aujourd'hui, il y a une sorte d'invisibilité encore de la ménopause, même si c'est en train de changer. Et on y contribue, on est nombreuses à y contribuer d'une façon ou d'une autre par notre travail, par Ouais. qu'on propose, etc. Et il y a Euh, la prise en charge au niveau du travail. Nous, on a participé avec Anna à des cercles en fait, de réflexion du Women's Forum. Et c'était hyper intéressant parce qu'ils avaient été très chiffrés, par exemple, sur les départs anticipés du travail, à l'âge où la femme, en plus, est la plus performante. Ça veut dire que la décennie 40-50, c'est généralement celle où on surperforme au travail. Mais quand il y avait des ménopauses compliquées, avec voilà, vraiment zéro reconnaissance sur le lieu de travail, quand il y a des bouffées de chaleur ou vraiment des problèmes de fatigue, etc., bah, ça poussait les femmes à des départs anticipés, ce qui est quand même vraiment très dommage, hein, parce qu'après, ce qu'on dit, on en reparlera, mais souvent, il y a une phase un petit peu compliquée, mais très souvent, après, on regagne très vite voilà, ces bonnes performances. Donc, moi, je pense pas à plus de 900 000 départs anticipés chiffrés en Europe liés à des problèmes de ménopause non pris en compte sur le lieu de travail. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir un réveil de conscience des médias, des entreprises et tout, parce que ça peut avoir ce genre de conséquences, quoi. Ouais, c'est énorme. Ben, c'est un peu, alors, comme pour l'endométriose, hein, pour les femmes effectivement qui en souffrent, c'est pareil. C'est vrai qu'on se dit que enfin, voilà, le travail, on y passe énormément de temps, évidemment, ça compte. Et puis encore une fois, cette ménopause, ben, elle a des effets effectivement physiques, psychiques, émotionnels. Et c'est pas juste cantonné à la vie personnelle, ça va vraiment affecter tous les pans de la vie, évidemment la vie professionnelle, la vie amicale, les relations amoureuses aussi, le couple, hein, parce que là aussi, si on fait un parallèle avec le SPM, un sujet sur lequel j'avais aussi beaucoup investigué, il y a énormément en fait de séparation qu'on impute entre guillemets à l'autre ou à la vie de couple, mais c'est souvent aussi la survenue de plein de désagréments liés à ce contexte, soit de syndrome prémenstruel ou de ménopause pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, mal géré Mm. et qui va rejaillir effectivement sur le couple, notamment bah, les troubles émotionnels bah, avec les angoisses, l'anxiété, le cerveau qui est complètement modifié au moment de la ménopause. Donc il y a plein de, effectivement, de ressorts qu'on voit pas au premier abord et au final qui sont bien là et avec des conséquences bien concrètes. Voilà, toutes les dernières stats, je me souviens même s'il y avait une grande étude Femmes Actuelles il y a 3 ans, disait qu'il y avait plus de 4% des femmes qui étaient impactées par des vrais troubles qu'elles mettaient plus ou moins de temps à reconnaître. Et effectivement, j'étais hyper étonnée du chiffre, il y a plus de 50% des femmes qui disaient ne pas en parler à leur compagnon, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, qu'on voit pas mal dans la rue aussi faire des micro-trottoirs, mais voilà, il faut en parler pour le prendre en charge. La première chose, c'est déjà d'en parler. Et même les gynécologues avec qui on avait échangé disaient que quand les familles vivaient plus sous le même toit ou plus proche de la génération d'avant et qu'il y avait une transmission de parole, les symptômes étaient nettement atténués. Donc en tout cas, il y a plein de choses à faire. Mais la pire réaction qu'on puisse avoir par rapport à la ménopause, c'est d'être dans le déni voilà, de ce changement d'état naturel et de ces impacts, comme disait, sur les émotions, la peau, les cheveux, l'intimité, énormément de choses. Alors, si on pouvait donner des grands repères, on répondra à vos questions, j'essaie de guetter les questions, mais des grands repères aux femmes parce que toi, tu as vu énormément de femmes, voilà, pour passer cette transition. Qu'est-ce que tu as repéré, voilà, de nouveau en termes de tests, en termes de, voilà, de grands réflexes à adopter pour passer au mieux cette transition? Et en plus, il y a beaucoup de liens, on en reparlera, mais le fait d'avoir une ménopause un peu plus adoucie en faisant un changement donc bah, d'exercice physique, de micronutrition, de nutrition en général, c'est aussi préparer le terrain pour le bien vieillir et les années qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme grand réflexe aux femmes pour casser un peu les idées reçues? Quand est-ce que ça se prépare une ménopause? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aborder, voilà, aborder ce sujet? Je vois des femmes qui témoignent en disant difficile d'en parler à son conjoint, oui, mais effectivement, je pense que c'est nécessaire quand Ouais. on voit les Ben, le premier axe, c'est vrai que c'est un peu ce que je martèle depuis longtemps, mais c'est qu'une ménopause qui se passe bien, c'est une ménopause qui se prépare. Et effectivement, dès 40 ans, on est concerné, et qu'on le veuille ou non, hein, parce que souvent, pareil, on a 40 ans, on se dit, oh là là, non mais la ménopause, j'en suis loin, mon Dieu, on a cette image un peu lointaine d'une femme
âgée, voilà, mais enfin voilà, à 52 ans aujourd'hui, une femme n'est pas âgée et encore une fois, on peut être encore canon, belle et sexy et à 52 ans, hein, c'est pas la fin, heureusement, parce qu'on passe quasiment plus de temps ménopausée que, on va dire, en période reproductive avec l'espérance de vie. Donc heureusement que c'est pas la fin. Mais en tout état de cause, c'est vraiment ça, c'est-à-dire ça se prépare dès l'âge de 40 ans. Il y a des changements qui s'opèrent, il y a plein de signes, notamment ce fameux syndrome prémenstruel exacerbé qui est finalement eh bien, une conséquence de la dominance œstrogénique qu'on voit très souvent entre 40 et 45 ans, qui est la première étape de la ménopause. Et là encore, ne pas chercher, entre guillemets, à uniquement traiter vos symptômes, mais accompagner le terrain. Comprendre qu'effectivement, votre corps est en train de changer, votre métabolisme aussi, de base, hein, il est en train de baisser. On va avoir tendance à faire plus de gras que du muscle. Donc là aussi, il y a plein de choses à changer au niveau de sa routine de sport, notamment, au niveau de son alimentation, pour éviter une résistance à l'insuline qui, voilà, qui se met en place aussi progressivement. Et donc, ça commence par là. Et c'est pas juste, effectivement, je cherche à masquer mes symptômes en trouvant un quick fix très rapide pour être soulagée. Effectivement, il faut faire ça, bien sûr. Enfin, en tout cas, il faut passer par là, soulager le symptôme. Mais il faut bien comprendre qu'il faut vous accompagner pour justement, c'est ce qu'on appelle le well edge, hein, c'est prendre de l'âge en beauté, en santé, et de s'accompagner vers cette étape. Et surtout, de ne pas attendre, effectivement, 50 ans ou 48 ans et les premiers cycles irréguliers pour se réveiller et se dire ah ben tiens oui c'est peut-être la ménopause en effet. C'est important d'anticiper. Et c'est vrai que tu disais quelque chose de très juste. Nous, on a beaucoup vu des femmes qui réalisent pas forcément. Ils disent, bah, j'ai toujours eu l'habitude de bien digérer tel ou tel aliment ou tel alcool. Ou... Voilà. Et en fait, tout d'un coup, elles sont pas toujours capables de le formuler, mais elles disent, je sens qu'il y a quelque chose qui change. Par exemple, il y a des choses que je mangeais tout le temps, je les supporte moins, je suis plus ballonnée. Dès que je prends un peu de cet alcool, je dors moins bien. Je commence à avoir des petits réveils nocturnes. Ça, c'est vraiment ce genre de petites choses qu'il faut guetter parce que ça tombe pas du jour au lendemain. Comme dit Céline, c'est pas du jour au lendemain, on se réveille avec un cycle irrégulier, une bouffée de chaleur et une émotion. C'est quelque chose qui s'installe progressivement, mais il faut apprendre à repérer, voilà, pour prendre les bons réflexes. Et encore une fois, pour le lier à la santé, parce que je pense que c'est important, c'est pas que du confort. Il y a beaucoup de choses qui disent, d'études qui disent que par exemple, les bouffées de chaleur très fréquentes ou très fortes, ça peut signer un risque cardiovasculaire supplémentaire, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même le corps qui envoie un message dans tous les cas. Alors, rassurez-vous, hein, dans 20-25% des cas, je crois, dernière étude, la ménopause se passe comme une lettre à la poste. Mais c'est souvent des femmes qui ont un bon terrain et qui ont aussi une bonne hygiène de vie. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, donc dès 40 ans, je voyais la question qu'ils posent, dès 40 ans et même peut-être avant, hein, pour certains, il y en a qui sont toujours surprendre, hein, il y a 5% de femmes qui sont ménopausées ou 2% Oui, avant 45. ouais, tout à fait. Et effectivement, les grands changements, c'est à partir de 35 ans. Et en Mm. effet, si en plus là-dessus, bah, il y a une hygiène de vie qui est pas top, s'il y a un boulot qui est ultra stressant, puisqu'on le sait, hein, le cortisol, bah, il va en plus venir baisser cette progestérone d'autant plus. Donc oui, il y a vraiment tous ces changements qui s'opèrent et qui vont vraiment bouleverser notre état général. Et alors, tu parlais de la digestion et des troubles digestifs. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Alors, c'est lié à la baisse des œstrogènes notamment, hein, puisque ça va baisser la production de glycogène qui sert de carburant finalement pour le microbiote, les bonnes bactéries du microbiote. Ce microbiote intestinal qui communique intimement, là encore, avec le microbiote vaginal, mais aussi urinaire. D'où les mycoses à répétition, les infections urinaires, là aussi à partir de 45 ans qu'on peut avoir de plus en plus fréquentes. Et là aussi, hein, qui viennent un peu gâcher le quotidien, clairement, pourrir aussi sa relation intime, la libido, hein, on va pas se le cacher non plus. Donc c'est là où on voit en fait la répercussion qui est très concrète sur la vie de couple, par exemple, et sa vie sexuelle, alors qu'on ne fait pas forcément le lien au départ entre je digère moins bien, finalement, voilà, quel est le lien? Et bien, en fait, il est là. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette approche in and out aussi qu'on aime bien. C'est soigner son assiette et puis aussi voilà, s'aider avec des petits coups de pouce, des choses qu'on va pouvoir prendre, des probiotiques, enfin voilà, tout ce qui va bien pour que ces désagréments finalement n'amplifient pas et ne prennent pas le pas sur votre quotidien.
Quels sont les premiers symptômes qu'on peut repérer? Donc, on parlait de, effectivement, tu notais les changements de digestion, des problèmes intimes qui peuvent se manifester de manière plus fréquente. Moi, on me parle beaucoup de blocage métabolique aussi, de femmes qui ont l'impression, comme tu disais, de changer un peu de métabolisme en général, c'est-à-dire de prise de poids. Bah, tiens, il y en a un commentaire à propos de ça qui parle de changement d'humeur et de prise de poids alors qu'elle ne prenait pas de poids. Ça, c'est des phénomènes les plus fréquents, variation d'humeur, commencer à prendre du poids et ce genre de choses. Oui. Oui, le poids, c'est un gros sujet, hein. J'ai même envie de dire, même après, déjà après 40 ans, on voit déjà des changements. On sait très bien que c'est plus compliqué de perdre 5 kilos à 40 ans qu'à 25. Mais ce qui se passe là aussi, c'est qu'on a une baisse progressive de la sensibilité des cellules à l'action de l'insuline. Donc pour les personnes qui nous écoutent, hein, l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Et le but de l'insuline, c'est de faire retomber votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin. Quand vous mangez quelque chose qui contient du sucre, donc ça peut être des sucres purs, mais les sucres qui sont contenus dans les produits amidonnés, donc le pain, les pâtes, le riz, les légumineuses ou autres, ça fait monter votre glycémie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le pancréas va sécréter de l'insuline qui va quelque part extraire ce sucre du sang pour le stocker dans le foie, dans les muscles sous forme de glycogène, qui sera une réserve d'énergie pour plus tard, mais surtout qui va transformer le sucre en gras. Donc en gros, plus vous sécrétez d'insuline, et plus vous stockez. D'où effectivement l'alimentation IGBA dont on parle beaucoup, qui est très intéressante, mais surtout de bien comprendre aussi que la chute des œstrogènes occasionne, on va dire, cette résistance de nos cellules à l'action de l'insuline qui va effectivement s'aggraver, d'où effectivement les risques de prédiabète, de diabète de type 2 auxquels on est exposé. Et d'où aussi l'idée de soigner son assiette, mais aussi de reprendre une activité physique si on n'en pratique pas, ou en tout cas peut-être de muscler un petit peu sa routine, sans mauvais jeu de mots là encore, parce que beaucoup de femmes ont le réflexe de faire des activités cardio, de la course, du vélo elliptique, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu cardio, parce qu'on pense que c'est bon pour le cœur, et ça l'est, hein, dans les faits évidemment. Mais surtout, si vous voulez perdre du poids ou conserver une silhouette tonique, n'ayez pas peur de vous mettre à la musculation, mesdames. C'est vraiment important de le comprendre. Vous n'allez pas vous transformer en bodybuilder, je vous rassure. Là où c'est aussi très intéressant, c'est que justement, les œstrogènes, c'est des hormones en fait anaboliques. Et au moment de la ménopause, ça se renverse aussi. C'est-à-dire que au lieu de nous aider à fabriquer du muscle, finalement, on peut attaquer nos stocks de muscles et les perdre. Donc, le fait de faire du travail en musculation, ça va non seulement augmenter votre métabolisme de base, donc vous allez pouvoir manger plus sans perdre de poids. On va travailler aussi sur la santé du squelette, puisque comme les muscles sont rattachés sur les os avec des ligaments, on crée des micro-traumatismes et du coup, ça force l'os à bien se réparer, se consolider. Donc, ça évite le risque d'ostéoporose. Et puis surtout, comme on a tendance à faire du gras et à perdre ce muscle, eh bien, vous muscler, ça va vous permettre là aussi de garder une jolie silhouette. Parce que si on prend la même femme avec le même poids, mais une répartition de taux de masse grasse et de masse musculaire différente, eh bien, voilà, on n'a pas du tout la même silhouette. Autant, voilà, on peut être tonique quand on a une bonne masse musculaire, autant on peut paraître très grasse et flasque à poids équivalent avec une masse grasse plus importante. Mais quand je t'entends, il me semble que par exemple les exercices de CrossFit, tu sais, ce qui est en train de se faire en disant vous faites 2, 3 fois des petites séries justement pour muscler les bras, les jambes, les abdos, c'est très adapté en fait. Alors, à partir de 35 ans. Alors, ouais, il y a CrossFit et CrossFit. C'est là aussi attention parce que le CrossFit, le gros souci, c'est que c'est vraiment très stressant pour l'organisme. Et justement, sur une femme qui va avoir déjà un axe cortico-surrénalien très sollicité avec un cortisol dans les chaussettes, ça peut avoir un effet contraire. Donc, sans aller... Alors, on peut s'inspirer de ce que fait le CrossFit ou de ce que propose le CrossFit, mais c'est vraiment là des exercices en musculation tranquille, mais effectivement des séries sur, par exemple, 30 minutes, on peut très bien caler ça sans problème, mais sans aller chercher non plus un rythme de dingue. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le nombre de répétitions, les poids qu'on va utiliser. Enfin, il y a différentes manières de combiner ça, mais c'est surtout ça qui est important. Et niveau alimentation, donc on disait de toute façon avec l'âge, même sans baisse d'œstrogène, il y a une résistance à l'insuline, on le voit partout qui a tendance à se développer, donc attention au sucre. Comment on peut faire pour lutter contre cette masse musculaire, donc justement pour parler de réactivation du métabolisme d'abord? Est-ce qu'il faut remettre un peu des protéines végétales aussi sur le devant en alimentation? Qu'est-ce que tu conseilles pour éviter cette fonte musculaire, cette baisse du métabolisme? Alors, ouais,
les femmes, globalement, pareil, je le constate toujours en consultation, mais ne consomment pas suffisamment de protéines de manière générale, qu'elles soient animales ou végétales d'ailleurs. Alors, les recommandations officielles, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids par jour. Donc, pour une femme de 60 kilos, c'est à peu près 60 grammes de protéines. Sachant que 60 grammes de protéines, c'est pas 60 grammes de steak haché ou de blanc de poulet. Hein, c'est plus, parce que dans 100 grammes de blanc de poulet, il y a à peu près 25 grammes de protéines. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il faut consommer. Donc, globalement, les femmes n'en consomment pas assez, mais c'est surtout que les recommandations, et j'en parlais hier avec une amie qui est diététicienne et on arrivait à la conclusion de dire que les recommandations étaient peut-être même pas suffisantes, c'est-à-dire qu'on devrait même aller un peu au-delà des 1 gramme et d'aller peut-être à 1 gramme 2, 1 gramme 5, Mais voire celles qui s'entraînent même plus loin. je pense que les femmes sont très perdues là-dessus. Peut-être expliquer un peu les protéines végétales parce que c'est peu connu. Parce que d'un seul coup, on nous dit attention, les protéines, quand on a trop, c'est pas bon, ça augmente l'inflammation de l'organisme. Donc, surtout la viande rouge et ce genre de choses. Mais on en parle beaucoup. On parle beaucoup d'alimentation flexitarienne, de limiter et pour la planète et pour la santé. Et en même temps, on a ce double discours autour de la ménopause. On dit attention à la fonte musculaire, il faut remettre des protéines. Est-ce qu'on peut parler un peu peut-être des protéines végétales, des alternatives, des choses aussi qui permettent d'avoir un mix ou il faut quand même mixer animal et végétal? Qu'est-ce que tu en penses, Non, toi? c'est bien d'alterner. En fait, comment dire, moi, je suis ni pour ni contre les extrêmes. Donc, je suis pas pour le tout protéine animale, je suis Ouais. pas non plus pour le tout protéine végétale. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes dans les deux cas. Il faut savoir que certaines protéines végétales, il leur manque le panel complet d'acides aminés, ce qui nous permet de bien synthétiser les protéines. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir des sources qui soient variées, diversifiées. Les protéines végétales, elles sont intéressantes parce que souvent, elles sont aussi un peu prébiotiques quelque part. Donc, elles vont contenir des fibres qui vont nourrir aussi notre microbiote déjà en place. Donc, ça, c'est intéressant. Mais il ne faut pas non plus en abuser parce qu'il ne faut pas oublier que les protéines végétales, c'est à la fois un glucide et à la fois une protéine. Et là aussi, sur des régimes végétariens, par exemple, parfois au moment de la ménopause, ça peut poser souci parce qu'on se retrouve un peu à surconsommer des glucides finalement. On doit un petit peu baisser, même si ça reste des glucides plutôt IG bas, hein, bien sûr. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que, enfin voilà, moi je suis naturopathe, je ne donne pas de régime, hein, je ne suis pas diététicienne. Mais ce que j'encourage vraiment à faire, c'est voilà, de manger varié, diversifié, un peu de protéines animales de bonne qualité, une bonne viande blanche ou un petit peu de viande rouge une fois de temps en temps, beaucoup de poissons gras par exemple aussi, ça c'est très bon. Et effectivement les légumineuses qui sont très bon marché, faciles à préparer. Lentilles, tout Voilà, ça. on peut faire en curry. Là, ça va être la saison justement de l'automne et de l'arrivée de l'hiver. Donc moi, je trouve que les currys, c'est très réchauffant, c'est très doux, c'est très réconfortant comme plat. Donc on peut se faire ça facilement, voilà, une fois par semaine. Et puis décliner, on peut faire un curry végétarien, un curry poulet, un curry de poisson. Ouais. Enfin voilà. Les bons gras, en reparler. Par contre, ne surtout pas diaboliser le gras autant que Ouais. diaboliser le sucre. Mais tu parlais de ça vraiment dans tous ces plats-là. Normalement, il y a aussi des bons gras, des huiles de colza, des oméga 3. Alors pourquoi c'est aussi important avec le temps? Parce que ça, c'est toujours important à passer comme message. Déjà, il faut savoir que toutes nos hormones sexuelles sont synthétisées à partir du cholestérol, hein, qui est effectivement un type de gras dont on a absolument besoin pour bien vivre. Donc déjà, c'est important. Ensuite, le gras ne fait pas grossir, c'est le sucre qui fait grossir. Hein, quand vous consommez du gras, votre glycémie, elle ne s'élève pas. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Donc il Et n'y au a pas de contraire, réponse. ça permet de mieux répartir la glycémie. C'est-à-dire qu'on dit toujours, par exemple, s'il y a un écart du sucre ou autre, on le fait toujours en fin de repas, après des fruits et légumes, des fibres ou même du vinaigre et tout, qui permettent de bien maîtriser la glycémie. Alors Tout qu'en à fait. début de repas ou à jeun, c'est une catastrophe. Et il y a une dernière étude, on en parlait récemment, mais on montre maintenant, on avait beaucoup inquiété les femmes quand le cholestérol montait justement entre 40 et 50. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'une augmentation du bon cholestérol juste avant la ménopause, donc notamment au début de la cinquantaine, en fait, c'est très bon. Et généralement, ça a tendance à préparer une bonne ménopause, alors qu'il y a plein d'effets délétères qu'on est en train de voir sur des statines anti-cholestérol qu'on utilisait pour tout le monde, notamment chez la femme ménopausée. Donc je pense que c'est très important de ne plus diaboliser. Il y aura d'autres choses sur le cholestérol féminin. Il y a des découvertes qui sont en train d'être faites. Donc le cholestérol n'est pas forcément votre ennemi, le bon Mm. cholestérol.
tout à fait. Ça, c'est important. Et puis, on en a aussi besoin pour les fonctions cognitives, hein, les neurotransmetteurs, on en a besoin pour l'inflammation, on en a besoin aussi pour la qualité des tissus, hein, quand on parle de sécheresse de la peau, de sécheresse vaginale, etc. Donc, il ne faut pas oublier que les tissus ont aussi besoin d'être nourris. Donc, ça, c'est le côté acide gras qu'il apporte. Il ne faut pas confondre ça avec l'hydratation aussi de l'autre côté. Donc c'est vraiment important encore une fois, d'avoir une approche mesurée de tout et en tout cas de ne pas bannir le gras, de ne pas de consommer assez de protéines, de réduire le sucre. Par contre, ça c'est urgent pour le coup. Mais les bons gras, oui, c'est les poissons gras, c'est à peu près 300-400 grammes semaine que vous pouvez consommer sans aucun problème et c'est très protecteur, ouais, Ouais, tout à fait. sardines, les petits, ils sont pas pollués. Et alors, j'avais vu quelque chose passer aussi, un des symptômes les plus handicapants, parce qu'on a parlé du blocage métabolique, on va parler, je pense, des deux autres qui reviennent très souvent. Il y a évidemment les réveils nocturnes, les bouffées de chaleur, et puis les variations d'humeur. Alors, est-ce que tu as, voilà, sur les réveils nocturnes et bouffées de chaleur, ça c'est quelque chose de sueur nocturne, donc pour ne pas en parler, comment est-ce qu'on peut agir concrètement dessus et aider à diminuer ces symptômes qui peuvent être très très handicapants? Alors là aussi, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire de manière générale, mais c'est de tenir, ça paraît bête, hein, mais tenez un journal de vos bouffées de chaleur et de vos sueurs nocturnes. On va me dire, mais quelle drôle d'idée. En fait, c'est vraiment de noter pendant 7-10 jours tout ce que vous allez consommer, boire, manger, à quel moment interviennent ces bouffées de chaleur ou ces sueurs nocturnes, et noter leur intensité avec un petit code, une petite note de 1 à 10 ou un petit code d'étoiles colorées, enfin je ne sais pas, faites un peu comme vous le sentez. Vous faites ça sans filtre et puis 7 à 10 jours après, vous revenez en arrière et vous allez regarder et vous allez vérifier, mais ça se vérifie souvent. Il y a des déclencheurs alors, qui vont être propres à vous, mais qui sont un peu quand même qu'on retrouve de manière générale. Les excitants, le café, le tabac, l'alcool, le chocolat, le sucre. On peut retrouver le gluten, on peut retrouver les plats trop chauds, les plats épicés, donc mollo sur le curry quand même. Le vin Euh, rouge, beaucoup le vin aussi. rouge, l'alcool, ouais, tout à fait. Donc, il faut regarder, mais il y a vraiment voilà, des déclencheurs qui vont ressortir. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, soit substituer un produit par un autre, ou en tout cas réduire votre consommation de ces déclencheurs. Et vous verrez que, du coup, vos bouffées de chaleur et sueur nocturne vont déjà être moins présentes, plus espacées, moins intenses. Et au contraire, si vous voulez quand même continuer de consommer ces produits, bah, vous verrez que déjà, vous n'allez plus subir, mais vous allez être un petit peu plus proactif dessus. Ça, c'est vraiment important. Et puis, vraiment spécifique là aussi au fait de vivre ces bouffées de chaleur et ces sueurs nocturnes. Donc, habillez-vous en millefeuille avec des différentes couches pour pouvoir les retirer. Effectivement, par exemple, au travail, si on a une bouffée de chaleur, de pouvoir retirer un gilet ou un pull, d'avoir quelque chose de court en dessous. D'avoir, par exemple, un petit spray, notamment la brume de chez Millet, que j'aime beaucoup moi aussi, qui apporte un petit effet frais. Et alors, ça ne va pas forcément annuler votre bouffée de chaleur, mais ça la fait retomber un petit peu. Tout de suite, ça apporte du frais, on se sent mieux. Et puis pour la nuit, pareil, attention aux draps, essayez d'avoir des draps en matière naturelle, à la température de la pièce, attention de bien aérer. Enfin, il y a vraiment déjà plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui soulagent. Et puis on parlait beaucoup, on parle aussi des douleurs articulaires et musculaires, parce que c'est vrai, c'est quelque chose dont on parle trop peu, j'ai vu la question passer. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir souvent quand on se réveille entre 1 heure et 4 heures du matin, parce que j'ai vu passer la question. Il y a aussi le foie, effectivement, qui est beaucoup à travailler à cette période. On a parlé de l'insuline, de la résistance à l'insuline avec les baisses des oestrogènes et le changement métabolique. Bah, il y a aussi le foie qu'il faut entretenir de plus en plus avec l'âge et qui est aussi la centrale de régulation des hormones. Donc voilà, des infusions au romarin, des plantes détoxifiantes, drainantes, c'est vraiment des choses à remettre au bout du jour et qui vous permettront aussi voilà, de mieux passer ça. Alors, les douleurs articulaires et musculaires. Musculaires, est-ce que c'est vraiment lié? Articulaire, oui, c'est lié à l'inflammation. L'inflammation peut entraîner aussi des douleurs Mm, mm. musculaires? D'accord. Ouais, tout à fait. Douleurs articulaires et musculaires, ça revient beaucoup. En fait, c'est plus une capacité de récupération aussi qui est un petit peu altérée. Par exemple, quand on a des douleurs musculaires suite à un effort physique, alors on produit de l'acide lactique, etc. Et là aussi, pareil, on se rend compte comment dire, on élimine moins bien en fait tous ces acides et du coup on va être beaucoup plus rouillé entre guillemets, on va le subir plusieurs jours alors qu'avant ça pouvait peut-être passer sur une journée. Donc, on a Mais là encore, musculation et étirement, en fait. non, C'est un mais peu c'est ça.
Mais là aussi, mais c'est tellement important ouais, de bien faire travailler tout ce squelette, tous ces muscles. De toute façon, la sédentarité aujourd'hui, c'est un autre débat, mais Mm. ça tue plus que le tabac. Et notre corps, il est fait pour bouger, soulever, marcher, enfin, voilà, vraiment faire des efforts au quotidien. Et on est malade aussi de ça, c'est-à-dire de cette posture sédentaire qu'on a toutes et tous derrière nos voitures le matin ou assis dans le métro, au bureau, etc. On ne bouge pas assez. Et là, au moment de la ménopause, c'est crucial parce on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais la baisse des oestrogènes ovariens vont quelque part ralentir le remodèlement de l'os et son renouvellement. Donc, on va avoir tendance à avoir une déminéralisation osseuse, d'autant plus avec les rythmes de vie stressants et inflammatoires qu'on a en plus. Donc, c'est ultra important de faire bouger son squelette, puisqu'encore une fois, c'est en créant des micro-traumatismes Ouais. qu'on va Même forcer. marcher, en fait, c'est des Voilà, micro-chocs et plein de choses qui entretiennent le squelette, en tout fait. à fait. Mais par rapport à ça, donc vraiment, pause déjeuner, on sort, tout ce qu'on peut faire en walking meeting, je dis franchement, il va y avoir des choses à changer au bureau, mais nous, on est très partants là-dessus. On n'est pas obligé de tout faire assis. Quand on fait un brainstorming, quand on va faire un entretien avec quelqu'un, on peut très bien aller le faire en marchant dehors. Et au contraire, au-delà de l'aspect physique, il y a beaucoup de choses aussi qui sont montrées sur le fait que ça remet un petit peu voilà, à niveau, à l'échelle, ça engendre des discours beaucoup plus, comment dire, d'égal à égal et beaucoup plus francs en fait quand on le fait en marchant plutôt que dans une attitude figée en face à face. Donc il faut qu'on sorte un peu de cette attitude figée. Au niveau des os, c'est une question qui revient. À partir de quel âge commencer à se faire dépister? Parce qu'à un moment, quand on a perdu trop de masse, si jamais par exemple on a une insuffisance ovarienne prématurée, à partir de quel âge toi tu conseilles de faire des premiers tests osseux? Parce que c'est hyper important cette partie-là. Alors, la recommandation, là encore, hein, c'est à partir de la ménopause, donc c'est 51, 52 ans, avec le bilan cardiaque. Après, moi, je pense que c'est bien de le faire effectivement à partir de 42, 44 ans, parce qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place. Après, le problème, c'est, voilà, est-ce que le médecin va être d'accord pour vous Faire prescrire l'ordonnance. cet examen? Là encore, par exemple, sur les problématiques cardiaques, il y a des femmes jeunes, et tu as raison de le dire, qui peuvent être impactées très tôt, Oui. très très tôt. Donc, ça peut être intéressant effectivement de se faire suivre le plus tôt possible et de ne pas attendre effectivement, enfin voilà, de terminer aux urgences par exemple pour se faire suivre. Mais le problème, c'est que il y a certains professionnels de santé qui n'ont pas. Alors, je vais pas dire qu'ils n'ont pas cette connaissance, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que on leur a appris que c'était À voilà tel plutôt âge et pas tardivement, avant. à tel âge et pas avant. Mm, Donc c'est parfois un peu le bras de fer mm, pour avoir un examen, à moins d'avoir des antécédents dans la famille. Par exemple, si on mm, a une maman effectivement mm, qui est sujette à l'ostéoporose ou qui a des problématiques cardiaques, ça peut aider. Mais mm. sinon, c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué. D'accord. En tout cas, je Si pense aussi que quand on parlait de ces douleurs inflammatoires, articulaires et de tout ça, les antioxydants peuvent aider aussi. Il y a quand même pas mal de choses là-dessus. C'est-à-dire que n'hésitez pas, on a parlé du rôle du foie, donc de remettre des choses un peu détoxifiantes. Je pense que le triptyque, en tout cas le diptyque antioxydants et éléments pour soulager le foie, c'est quand même une bonne chose autour de la ménopause. On parlait enfin, le triptyque avec les probiotiques, je pense que c'est très important aussi à réintégrer pour plein de raisons, mais voilà, c'est des choses qui sont importantes. On me dit, que pensez-vous des biphosphonates? Je ne connaissais pas en cas d'ostéoporose. Est-ce que c'est tu des peux... basifiants, Ah oui, c'est des bases en fait basifiantes. d'accord. Donc oui, c'est bien. Après, ce qui peut être très intéressant là aussi, c'est l'assiette, parce qu'on a vraiment enfin l'assiette ou en tout cas les tisanes, Oui, ce genre de choses. Il y a des plantes reminéralisantes oui, comme la prêle, comme l'ortie. Alors la prêle, faut pas être allergique aux dérivés salicyliques, oui, donc ne pas être allergique à l'aspirine. Mais pour ce qui est de l'ortie, c'est une plante qui est très reminéralisante, très riche en vitamines, en minéraux, qu'on peut consommer sous forme de pesto d'ortie, par exemple. C'est très bon en cuisine, qu'on peut consommer sous forme de tisane quotidiennement, voilà, de prendre 2 tasses tous les jours, tout le long de l'année. Ça, c'est des choses qui vont bien fonctionner. Encore une fois, à mesure qu'on pratique bien ça tous les jours. oui. Donc, et puis d'avoir une alimentation effectivement qui soit pas trop acidifiante, pas trop inflammatoire non plus. Donc là aussi, les produits laitiers, moi je suis pas une anti-produits laitiers parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans les produits laitiers. Il y a certaines graisses laitières qui sont très protectrices pour le cœur et on n'en parle jamais.
Mais il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est un par jour. Quand effectivement il y a un terrain, par exemple, d'ostéoporose ou d'inflammation, on privilégie plutôt les produits laitiers des petits animaux, plutôt les de brebis, etc. Les de chèvre. Mais après, il y a aussi du calcium et plein de bonnes choses dans les amandes, dans les brocolis, les épinards, par exemple aussi. Il n'y a pas que, entre guillemets, les produits laitiers qui vont être source de calcium ou de... Et C'est... tu en parlais aussi, tu disais terrain acidifiant parce qu'on en reparlait un petit peu pour ça aussi, le côté inflammation. Qu'est-ce que tu penses aussi de cette tendance qui vient aussi beaucoup du glucose godess ou autre, mais du vinaigre, de dire bah, on prend du vinaigre en début de repas pour limiter la glycémie, on en prend le matin parce que justement ça va un peu désacidifier entre guillemets l'organisme. Qu'est-ce que tu en penses toi? Oh là, alors moi je suis un peu critique là-dessus. Ah, oui, non, mais moi je suis Non, mitigée non, parce que je dis si on voilà. prend en continu, ça peut être très attaquant, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ton avis. C'est ça. Bon, déjà, l'approche, c'est un peu le régime Montignac revisité. Hein. C'est pas nouveau, entre guillemets. Il y a certaines découvertes qui le sont, bien sûr, mais le principe de base de cette alimentation, on le connaît depuis longtemps, vraiment. Et je pense que Monsieur Montignac le tenait aussi d'un autre, de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, le principe est là. Pour ce qui est du vinaigre, donc là aussi, oui, mais mettez-le dans votre assaisonnement de salade, mettez-le dans votre alimentation. Ne buvez pas des verres de vinaigre avec de l'eau. Moi, je trouve que ça devient un peu la folie, ce vinaigre. Et puis, il y a Ah bon. surtout des personnes en plus qui comprennent pas bien qu'il faut le diluer, etc. Donc, j'ai eu aussi des consultants qui se sont brûlés la trachée à prendre des vinaigres qui n'étaient pas assez dilués. Donc, moi, je conseille, voilà, Moi, de ce que j'en mettre. ai entendu, c'est que c'était très bien sur des cures, par exemple, de 2-3 semaines, quand il y avait beaucoup d'acidité au niveau de l'estomac ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait une acidité à traiter. Mais pour moi, c'est pas au long cours quoi, qu'il faut prendre du vinaigre. Enfin, je sais pas ce que tu en Ben, je penses, mais trouve que c'est un peu costaud, quoi. C'est déjà, et puis c'est encore c'est une très fois, ouais, acide. c'est voilà. Et pour moi, bah oui, c'est plutôt dans l'alimentation. Ça aura exactement le même effet si vous le. Et ça, on en avait parlé aussi avec Véronique Yes, justement, et ça aura exactement le même effet si vous le prenez dans votre assaisonnement de salade, voilà. Donc, euh, donc Toujours c'est avec vrai. modération, varier avec modération. Il n'y a pas un aliment miracle qui fait tout et qu'il faut prendre tous les matins comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Comme les cures détox et autres, ça se fait par cure, ça se fait au moment où on le ressent et ça se fait pas au long cours en continu. C'est vraiment la qualité de l'alimentation qui prime. On a eu une petite question. Alors attendez, oui, c'était sur la fatigue et les sautes d'humeur. Hmm. Ça tombe bien, c'était le dernier gros sujet de la ménopause qu'on voulait aborder. Bah, écoute, je te laisse en parler pour ce que tu vois là-dessus. Alors, les troubles émotionnels. Alors moi, je mets tout ça enfin, en tout cas dans la catégorie troubles émotionnels, ça va être effectivement les sautes d'humeur, l'irritabilité, la déprime, la dépression. Hein, c'est des mots qui sont forts, mais où effectivement on se transforme. C'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'on est très sympa et d'un coup d'un seul, on a cette bouffée d'irritabilité. On a envie d'envoyer tout le monde valser. Et puis c'est vrai que parfois il y a des choses qui sortent et qui ne devraient pas sortir. Alors là aussi, il faut bien comprendre d'où ça vient. C'est encore une fois les œstrogènes qui vont influencer les productions de sérotonine et de dopamine. Donc sérotonine, dopamine, c'est des petites molécules biochimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs et qui sont responsables de certains de nos comportements. Donc la dopamine, c'est le côté entrain, motivation, confiance en soi, j'y vais, j'ose faire des choses. Et quand on n'en a pas assez, eh bien on procrastine, on a du mal à se lever le matin, on n'est pas motivé à aller au front, on a des trous de mémoire, des troubles de la concentration. Et la sérotonine, elle, c'est plutôt un peu l'hormone du bonheur. Donc, quand ça va bien, bah, tout va bien. Et quand il n'y en a pas assez, on va être très irritable, très perméable au stress et à l'anxiété. On va avoir des pulsions de sucre aussi. Donc, je grossis un peu les portraits, mais c'est Ah vraiment pour oui. que vous compreniez bien un petit peu les profils. Et donc, les œstrogènes vont venir abaisser la production de ces neurotransmetteurs, ce qui peut être aussi exacerbé par une alimentation qui n'est pas équilibrée, notamment le manque de protéines, hein, puisque pour la dopamine, il nous faut de la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans les protéines. Et pour la sérotonine, c'est plutôt le tryptophane qu'on va retrouver là aussi, alors dans une plus grande variété d'aliments, mais donc c'est là aussi on voit le lien entre notre assiette et notre état mental. D'ailleurs, il y a d'excellents ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, Ah bah, vraiment. notamment pour De toute les... façon, tu parles de ces neurotransmetteurs, ils jouent à la fois sur les pulsions alimentaires,
aussi bien que sur les humeurs et la motivation. Et puis voilà, perte de mémoire et concentration. Bah, il y a tout à fait un lien. Là, on va parler du lien avec le fameux lien cerveau. Le système hormonal est un système au même titre hein, que le microbiote, mais c'est vraiment des systèmes en fait global hein, sur l'organisme. Donc toute répercussion de l'un a une répercussion au niveau du mental, de la digestion, enfin tout ça est extrêmement lié. Et là, effectivement, vous parlez des problèmes de concentration. Bah, c'est pareil, hein, c'est la manière dont ça va affecter un petit peu voilà, la manière de réussir à se concentrer, à se motiver. Tout ça, c'est souvent très, très lié. Ouais, en fait, et là aussi, c'est une image que j'utilise depuis longtemps maintenant, mais c'est cette mise à jour sur l'ordinateur hein, qu'on fait de temps en temps et qui se passe très bien. Et en fait, il faut comprendre que au moment de la ménopause, il y a vraiment une reprogrammation du cerveau de la femme ménopausée qui va plus du tout fonctionner de la même façon. Alors quand je dis ça, enfin comment dire, c'est un fonctionnement fin. Enfin, je veux dire, effectivement, le cerveau continue de fonctionner et heureusement, mais on va avoir effectivement comme une mise à jour et des choses qui vont plus s'opérer de la même façon. Donc effectivement, la mémoire, on va plus apprendre de la même façon. Au niveau de la concentration, si avant on arrivait à faire 15 000 choses en même temps, ce qui est souvent le cas des femmes, puisqu'on a un cerveau qui nous permet de traiter beaucoup plus d'informations que les hommes dans un temps donné, et bien après la ménopause, ça va plus fonctionner de la même façon. Il faudra vraiment être un petit peu plus monotâche, être un petit peu plus présente effectivement à ce qu'on va faire. Quand on pose ses clés quelque part, vraiment de le faire en conscience. Je pose mes clés ici. Et donc, rien que de se le dire dans la tête, on va moins vite l'oublier et du coup, au moment de partir, on va retrouver ses clés plus Mais facilement, plus avant, sereinement. là, tu fais peur parce qu'il y en a plein qui ont peur et de quelles sont les solutions. Il y a un état transitoire aussi de brouillard, de confusion mentale qui peut durer pendant la ménopause, pendant cette tempête hormonale, mais qui après revient un peu à la C'est ça, normale. Hein. bien sûr. C'est-à-dire que c'est la Oui, fin oui. de la mémoire et qu'on va devoir s'accrocher avec des alertes no clés. Je dis juste qu'il y avait quelques personnes qui demandaient est-ce qu'il y a des choses pour ça. Il y a beaucoup de plantes, notamment adaptogènes, que j'aime beaucoup. Le ginkgo pour la concentration de la mémoire, c'est super. L'ashwagandha que nous on utilise, qu'on aime beaucoup, qui a vraiment des effets prouvés sur la concentration, le brouillard mental. Quelqu'un qui dit oui, j'ai retrouvé mes clés de frigo dans le frigo. Voilà, il y a vraiment des choses, en tout cas, on peut agir dessus. Donc il y a un état, il faut bien comprendre que la ménopause, il y a un état très exacerbé au moment où il y a ces bouffées de chaleur, ce brouillard mental, mais qu'après, il y a aussi un état de retour à l'équilibre, comme pendant la grossesse d'ailleurs, on le dit de plus en plus pendant la grossesse, il y a un état un peu mental et du cerveau qui va changer. On n'a pas forcément les mêmes niveaux de stress et de concentration aussi. Moi, j'étais beaucoup plus distraite pendant mes grossesses. Et puis après, ça revient à la normale. Donc par contre, il faut préparer. Il y a pas mal de plantes qui peuvent aider là-dessus. Et en tout cas, effectivement, on va dire que ce côté fatigue mentale, physique, variation d'humeur, il y a quand même quelques... Bon, moi, je parle plutôt côté micronutriments, mais il y a quand même des grandes familles de micronutriments qui vont agir à la fois sur ces pulsions alimentaires, cette fatigue physique et mentale, nous, voilà, on a beaucoup travaillé comme c'est le magnésium, le safran, le griffonia, qui est un Oui. précurseur de 5-HTP. C'est vraiment, il faut travailler et en alimentation et en micronutrition sur des choses qui vont aller stimuler ces neurotransmetteurs. Parce que là, on est vraiment dans cette zone-là. Et le safran, alors j'en dis un mot aussi parce que le safran, il y a d'excellents résultats, notamment sur le syndrome entre guillemets dépressif. Donc là aussi, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent sous antidépresseurs, mais qui ne font pas entre guillemets une véritable dépression. C'est Oui, voilà. c'est bien d'en parler parce que justement, il y avait un livre, et merci de redire, qui s'appelait Est-ce que c'est hormonal ou normal du docteur Marion Gluck. Et dans ce livre, j'étais choquée. Elle disait qu'il y avait 20 fois plus de chances de se faire diagnostiquer dépressive en période de périménopause qu'à n'importe quel autre moment de la vie. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées en tant que telles, alors que c'est une période de bouleversement hormonal qui peut se traiter de manière beaucoup plus douce. Et donc c'est très important parce que le problème des antidépresseurs, c'est que c'est des spectres très larges et donc ça va aussi agir en répercussion un peu sur l'équilibre hormonal. Ça consomme certains nutriments essentiels de l'équilibre hormonal. Et il y a des solutions naturelles, Le on parlait du sport, de safran, l'alimentation, oui. du micro, le safran. Le safran. Le safran à tel point que nous, notre produit au safran, on ne peut pas le prendre avec des antidépresseurs. On a des psychiatres qui le recommandent en sevrage Oui. d'antidépresseurs. Ça veut dire que on commence par baisser la quantité pour pas tout arrêter du jour au lendemain. Donc on joue vraiment sur les mêmes récepteurs. Donc c'est toujours difficile de mentaliser que quand on a un problème, on va dire, d'ordre mental, ça puisse être nos hormones, hein, mais vraiment commencer par tester, réaliser dans quelle phase de vie vous êtes et tester les choses naturelles avant d'aller prendre la grosse artillerie. Parce que Oui. souvent, il y a des choses à faire avant ça. Et le safran, on a dit
des études qui sont très bien. Et il y a de plus en plus de psychiatres qui maintenant Oui. effectivement préconisent le safran avant Mm. d'aller sur un psychotrope ou un antidépresseur ou ce genre de choses, parce qu'effectivement derrière il y a de l'accoutumance et le safran a des études qui nous montrent qu'on a exactement les mêmes résultats qu'avec ces molécules. Donc c'est Ouais. une très, très belle plante. Tout à fait. Et puis j'ai vu, on avait quel dosage pour le safran? Alors, s'il faut que ce soit titré en safranial, il faut qu'il y ait minimum de 4 milligrammes de safran par jour, je pense. Oui, alors le millepertuis, attention, très efficace, mais beaucoup de contre-indications pour moi. Interaction. Il Ouais, attention quand même au millepertuis, hein. Pour moi, faut c'est un vraiment peu. rien prendre d'autres en médicaments à côté. Vraiment Ouais. rien du tout. Comme le pamplemousse et tout, il y a des choses à faire un petit peu attention. Évidemment, on peut remettre aussi des antioxydants comme voilà, la vitamine C. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. J'avais une dernière question que j'ai vu passer sur l'intimité. Tu avais abordé un petit peu les problèmes intimes et génito-urinaires, effectivement, qui peuvent augmenter avec la baisse des oestrogènes. Dans les stats, on dit qu'il y a une femme sur deux, effectivement, après 50 ans, qui fait face à de la sécheresse intime. Moi, il y a juste un point sur lequel je veux insister, ne laissez surtout pas s'installer ces situations, parce que quand il commence à y avoir une moins bonne vascularisation de la zone intime parce qu'on n'a plus de rapport, parce qu'on a de la sécheresse intime, c'est quand même un terrain qui parfois ne se récupère pas aussi bien qu'on voudrait. Donc il y a vraiment aussi beaucoup de solutions et de choses à faire de ce côté-là, en naturel. Donc c'est vraiment très important voilà, d'en prendre conscience, d'en parler à son gynécologue et d'agir là-dessus avant qu'il soit trop tard aussi. Ouais. Même si maintenant il y a plein de solutions hyper intéressantes. Il y a, voilà, il y a notamment l'injection d'acide hyaluronique pour relancer la trophicité vaginale. Le Il y a beaucoup de laser, choses, le le Mona Lisa. laser. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui existent, mais par contre, ne laissez pas s'installer. Voilà, on vous a donné un peu l'étendue de tous les symptômes. J'ai une femme qui disait, j'ai tout cumulé, mais vous inquiétez pas, ça va pas forcément durer et on n'est pas obligé de tout cumuler et parfois ça se passe très bien aussi. Mais quand ça arrive, apprenez à le repérer, apprenez à consulter voilà, les bonnes personnes, à vous faire accompagner et plus on le prend en main tôt, là je rejoins complètement ce par quoi Céline a commencé, plus ça va bien se passer et plus on prépare aussi l'après-ménopause, qui, comme tu dis, correspond à plus d'un tiers de nos vies. Mais il y a beaucoup de choses à faire et à préparer. Et je pense que c'est vraiment de notre sort et dans nos mains de bien s'y préparer. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Nous, récemment, on a fait un petit micro-trottoir sur la ménopause. On a demandé aux personnes à quel animal la ménopause leur faisait penser. Je sais pas pourquoi on a pu répondre ça. Alors je l'ai pas vu. Vas-y, parle-en un peu, ça m'intéresse. Ah non, mais on a tout eu et c'était assez drôle. Il y avait des réactions très sensibilisées de personnes qui disaient, mais en fait, la ménopause, il faut en parler même aux jeunes filles dès le plus jeune âge et le dire que voilà, dans la vie, il y a la maladie, il y a la ménopause. Là, bon, c'était peut-être un petit peu extrême, mais c'était rigolo de voir un petit peu la désinformation. Même des femmes entre elles ne savaient pas du tout à partir de quel âge ça arrivait, combien de temps les symptômes pouvaient durer. Donc voilà, j'espère qu'on va en parler de plus en plus, parce que non, c'est pas une maladie, hein, c'est une phase naturelle. On est chanceuse si on traverse cette C'est ménopause. ça. À un certain âge. C'est un passage d'un état à un autre, tout simplement, comme la grossesse, comme la puberté. Par contre, il faut apprendre à repérer au plus tôt les premiers symptômes qui, comme tu dis, peuvent arriver dès 40 ans. Et puis à adapter, en fait, à répondre aux signaux que le corps nous envoie. Et il y a plein de solutions naturelles, plein de gens très bien comme Céline qui peuvent vous accompagner dans ces phases. Donc voilà, renseignez-vous, profitez-en. Il y a que vous qui pouvez vous aider d'abord à bien gérer cette période de vie. Donc, quel C'est ça. animal Et pour puis, toi, Céline? ah bah, l'animal, alors moi, je penserais plus, alors très spontanément, à une petite tortue. Ah, qui Une arrive petite tortue, silencieusement. voilà, qui va finalement arriver à destination et qui va coiffer le lièvre au poteau, mais qui va effectivement ralentir un petit peu et être un petit peu plus en conscience dans tout ce qu'elle fait. Mais bon an, mal an, voilà, qui a sa petite carapace et qui va arriver à destination sans problème. C'est vraiment... je trouve que, comment dire, de le présenter comme ça, c'est que cette période de ménopause, ça doit vraiment être aussi un petit peu une parenthèse pour vous reconnecter enfin, pour se reconnecter à soi, pour redevenir un petit peu plus égoïste, hein, parce que souvent, bah, effectivement, on s'est beaucoup occupé, enfin voilà, de la famille, on est investi dans son travail, les enfants, si on en a, hein, c'est pas non plus une obligation, mais on donne beaucoup de soi aux autres de manière générale. Et je trouve que la ménopause, c'est un bon moment pour se recentrer sur soi, se reprendre en main, réfléchir aussi un petit peu bah, à ses aspirations, ses objectifs.
qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et qu'on n'a pas encore fait, et vraiment de se refaire un petit peu un plan comme ça pour les 15-20 prochaines années avec des objectifs. Moi, je trouve que c'est intéressant. Puis c'est aussi, voilà, on va être libéré de ces règles qui, pour certaines femmes, sont aussi, voilà, un peu compliquées à vivre, etc. Donc, il faut aussi le voir comme une transformation, c'est-à-dire, voilà, cette parenthèse pour vous occuper de vous et aller là où vous avez envie d'aller, tout simplement, en Voilà, donc étant un peu libéré. surtout pas une fatalité. J'aime bien terminer là-dessus, mais effectivement, dire c'est une période de transition avant tout. C'est-à-dire c'est le passage d'un état à un autre. Donc il peut y avoir des désagréments, il y a des périodes de turbulence, mais en tout cas, il y a souvent aussi une grande période de stabilité qui est décrite après la ménopause. Alors, il y a des femmes où ça dure quelques années encore après la ménopause, les symptômes, donc après les 12 mois officiels sans règles. Mais en général, on décrit une nouvelle phase de grande stabilité aussi. Donc voilà, pour essayer de prendre le meilleur, il y a plein de solutions aujourd'hui, de bien vous renseigner et puis ça se passera très bien. Merci beaucoup en tout cas Céline. Et puis on poste le replay. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, toujours un plaisir de faire un live avec toi. Pareillement, merci encore pour cette invitation, Caroline, et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bye bye.